Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le journal, Jocelyne Moussaoupodé. Le budget de la RDC dépasse les 20 milliards de dollars pour 2026, un cap historique qui sera franchi si le projet de loi de finances est adopté par l'Assemblée nationale, qui l'a réceptionné hier lundi. Cet effort budgétaire en hausse de 16% est les fruits des réformes axées sur la digitalisation et l'amélioration du climat des affaires, explique la Première ministre. Subventions coupées et surpopulation critique, c'est les constats alarmants du ministre de la Justice dans les prisons du Haut-Katanga. Guillaume Gueffa est en tournée d'inspection dans cette province et il y découvre des établissements à bout de souffle. Freddy Kita, coordonnateur du camp de la République, est notre invité ce matin. Il nous expliquera pourquoi sa plateforme politique est convaincue que la seule voie vers la paix dans l'Est de la RDC passe par le dialogue. Bonjour à tous, c'est un cap historique. Pour la première fois, le projet de budget de la République démocratique du Congo dépasse les 20 milliards de dollars. Hier lundi, la première ministre Judith Suminwa a déposé devant l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'exercice 2026 estimé à 59 020,5 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars. Une progression de 16% par rapport à l'année précédente. Selon la chef du gouvernement, ces résultats et les fruits des réformes structurelles initiées comme la digitalisation des régies financières, la rationalisation des exonérations et l'amélioration du climat des affaires pour attirer les investissements. La première ministre détaille les priorités de ce projet de budget dans cet extrait sélectionné par Blaise Makassi. Nous sommes dans un budget global de 59 milliards de francs congolais, donc l'équivalent de 20,3 milliards de dollars, avec un accroissement de 16%. Et donc on a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PTL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme la classification au niveau du budget. On en a profité aussi pour déposer avec le ministre des Finances le projet de loi de révision du compte 2024. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel. Ce projet de budget a été déposé hier lundi lors de l'ouverture de la session parlementaire de septembre, une session qui s'ouvre dans un contexte de tension à l'Assemblée nationale. Un groupe des députés dit avoir déposé des pétitions visant la destitution de certains membres du bureau, dont le président Vital Kamerhe. Ils sont accusés de mauvaise gestion de la chambre basse du Parlement, selon les députés Samuel Yumba, porte-parole des pétitionnaires. Ces pétitions ont été déposées au cabinet du premier vice-président. On écoute Samuel Yumba au micro de Grace Amzati. Nous tenons à confirmer réellement que les pétitions ont été bel et bien déposées au Palais du Peuple, qui abrite les bureaux de membres visés. Nous tenons à confirmer devant la population congolaise que la pétition contre l'honorable Vital Kamerhe a requis 270 signatures, ce qui veut dire que la majorité exigée par le règlement intérieur est largement dépassée. L'Assemblée nationale étant régulièrement saisie, nous demandons l'application des dispositions de l'article 31 du règlement intérieur. Comme les pétitions, une des pétitions vise l'honorable président, c'est les membres précédents qui va présider la plénière. Nous demandons le respect strict de cette disposition réglementaire. Nous espérons que la plénière y afférente sera convoquée dans 72 heures. Que l'honorable Vital Kamerhe vienne se justifier devant l'Assemblée plénière.
Abordant la question des pétitions initiées contre certains membres de son bureau, y compris lui-même, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, explique que les préoccupations des députés nationaux ont été examinées et seront prises en compte. Dans son discours prononcé à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, il a demandé aux députés pétitionnaires de réconsidérer leur initiative en vue de privilégier le climat de paix, de l'unité et de la cohésion nationale. Écoutez Vital Kamerhe dans ses propos recueillis par Grace Amzati. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je vous invite donc à la plus grande vigilance pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincères et j'implore leur pardon. D'après les députés pétitionnaires, sur les 7 membres du bureau, seul le vice-premier président Isaac Jean-Claude Tshilumbai et le deuxième vice-président Christophe Mbosso ne sont pas concernés par cette action parlementaire. Les établissements pénitentiaires de la province du Haut-Katanga, privés de subventions de l'État depuis janvier, les détenus vivent dans des mauvaises conditions et il y a une surpopulation carcérale, constat fait hier lundi par le ministre de la Justice qui est en tournée d'inspection dans le Haut-Katanga. D'après lui, il est urgent de désengorger ces établissements pénitentiaires. C'est le cas notamment de la prison centrale de Kassapa à Lubumbashi et celle de Boma dans la cité de Kipushi. Le point avec Paulin Munanga. À la prison centrale de Kassapa, la directrice rappelle que cette maison carcérale construite en 1958 compte aujourd'hui plus de 2500 pensionnaires, dont 464 condamnés. Avec une capacité d'accueil de 800 personnes, la prison de Kassapa fait face à une surpopulation. En outre, 4 pavillons incendiés en 2020 n'ont jamais été réhabilités, souligne la responsable de la prison. Autre problème, les agents de l'administration pénitentiaire de Kassapa expriment leur inquiétude concernant les mauvaises conditions de travail. Parmi ces agents, certains affirment qu'ils ne perçoivent pas de primes et d'autres ne sont pas mécanisés. À la prison de Boma, au niveau de la cité frontalière de Kipushi, construite en 1954 pour accueillir 50 prisonniers, le ministre de la Justice a constaté que cette prison compte actuellement plus de 400 pensionnaires et plus de 150 d'entre eux dorment à même les sols. Guillaume Gefa reconnaît que les conditions de détention sont inacceptables. Il promet que des mesures seront prises pour améliorer les conditions de détention et désengorger les prisons. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi. À Beni, au Nord Kivu, la police mise sur l'accompagnement et la collaboration de la population, surtout de la jeunesse, pour lutter contre l'insécurité. Selon le chargé de communication du commissariat urbain, les jeunes sont invités à alerter les autorités et à rester vigilants, tout en évitant la justice populaire qui empêche parfois la traque des malfrats. Nasson Mourara est au micro de Marc Marofimbo. Je suis en train d'appeler sur les jeunes que la sécurité c'est une affaire de tous. Alors, lorsqu'on est en train d'appeler comme ça les gens à nous appuyer, c'est pas à dire que nous nous sentons déjà coincés par les sécurités, mais nous faisons cet appel parce que nous savons que la sécurité c'est une affaire de tous et que nous devons nous liguer les mains, les jeunes, la population en général, pour que la sécurité soit une réalité. C'est-à-dire, quand ils passent par exemple de nuit à l'extérieur, ils doivent éviter le cas de justice populaire, ils ne doivent pas se rendre justice parce que quand on fait une justice populaire, c'est-à-dire on doit perdre les traces, par exemple, qui pouvaient nous faciliter, nous en tant que service de sécurité, pour aboutir à trouver d'autres suspects, d'autres collaborateurs qui insécurisent la ville. Donc, dans toutes les 4 communes de la ville de Beni, passer nuit à l'extérieur, ce n'est pas une infraction, mais plutôt comment réglementer cette pratique et la collaboration avec les services de sécurité, c'est plus mieux pour accompagner la police nationale congolaise dans sa mission régalienne, qui est celle de la sécurisation des personnes et de leurs biens.
Ici à Kinshasa, l'ASBL Justice et Paix Congo, JPC en sigle, lance sa première édition de la semaine dite Justice et Paix. C'est en marge de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année par les Nations Unies. Au cours d'un point de presse organisé hier lundi au centre interdiocésain, les évêques et membres de la commission épiscopale Justice et Paix ont présenté le programme des activités pour cette célébration à travers tous les diocèses catholiques de la RDC, le bilan et les perspectives d'avenir de la JPC. Reportage de Jeff Ngoy. Une journée nationale de justice et paix sera observée dans tous les diocèses catholiques du pays. Le mandat de la JPC consiste en l'étude et l'approfondissement des problèmes relatifs à la justice et à la paix dans la société congolaise en vue d'éveiller le peuple congolais et ses dirigeants à la paix et aux droits humains pour la transformation des structures mentales sociopolitiques qui oppriment l'homme. En termes de bilan, Monseigneur José Moko, évêque de Diofa, présente une des réalisations du réseau Justice et Paix Congo. La cohabitation pacifique de la majorité de communautés à travers le pays. Il existe de milliers de foyers de tensions intercommunautaires. Le travail que mène le réseau national Justice et Paix permet de contribuer à éviter leur éclatement. Cyril Boutoko, secrétaire exécutif de la JPC, donne quelques perspectives pour les 5 années à venir. Notre première tâche sera de renforcer le mécanisme de collaboration et de coordination au sein de notre réseau. Vous avez suivi ces 48 commissions diocésaines de justice et paix à travers le pays. Nous allons développer des mécanismes de collaboration avec les autres organisations nationales et internationales. Le réseau annonce qu'elle va poursuivre son travail sur la crédibilité du processus électoral en RDC, collecter et documenter les cas de violation des droits de l'homme. Matadi suffoque sous les déchets. Les immondices envahissent les grandes artères, les canalisations, les marchés et d'autres espaces publics du chef-lieu du Congo central. Une situation qui touche plusieurs quartiers, mettant en péril la santé publique et l'environnement, avec des risques de dégâts à l'approche de la saison des pluies. Face à cette situation, la population interpelle les autorités urbaines pour une gestion efficace des déchets, tout en déplorant l'échec des initiatives précédentes en matière d'assainissement. Nana Purish-Mambou a été dans ce coin insalubre de Matadi. Voici son reportage. En dépit des divers projets d'assainissement lancés à Matadi, tels que Matadi Propre, Matadi Bonkete ou encore les Salongo du Samedi, l'insalubrité ne recule pas dans cette ville. Parmi les zones les plus touchées, il y a les quartiers membres sur l'avenue Vivi dans la commune de Mvuzi. Ici, les ordures de tout genre débordent sur la chaussée. Au marché Ndanda, dans la commune portant ces mêmes noms, c'est le même constat. Les plastiques usés, les déchets ménagers et organiques changent le sol, les odeurs nauséabondes s'y dégagent et attirent beaucoup de mouches. Sur la route nationale numéro 1, entre les ronds-points Voidou et la place Coca-Cola, les caniveaux sont bouchés par des déchets ménagers et plastiques. Situation similaire au quartier nord, dans les encablures du stade Lumumba de Matadi. Ici, la particularité est que les canalisations d'eau ne sont non seulement transformées en déversoirs d'immondices, mais également des matières fécales. Les habitants qui craignent les maladies appellent les autorités à agir. Contacté à ce sujet, le maire de Matadi indique que les travaux d'assainissement et de débouchage des caniveaux sont en train d'être exécutés. Dominique Nkodiambete affirme que tous les coins de la ville seront nettoyés. Matadi, Nana Purish-Mambou, Radio Okapi. À Kinshasa, une vive tension sociale a été observée hier lundi à l'Institut des musées nationaux du Congo. À la base, les agents et cadres de cet établissement public accusent leur directrice générale adjointe, Juliette Mugola, d'avoir pris des mesures jugées impopulaires. Parmi ces décisions contestées figure la mise en place d'une nouvelle structure, l'instauration d'une commission chargée de rédiger les textes réglementaires ainsi que la création d'une cellule d'audit interne. Selon les agents, cette dernière empiète sur les prérogatives des commissaires aux comptes de l'Institut des musées nationaux du Congo, comme l'explique le président de leur délégation syndicale, Willy Boyelo, est au micro de Blaise Ndongala. La DGA qui fait l'intérim doit respecter quelques règles et doit observer tout ce que le DG avait fait à son époque ou à son temps. Dans tout ce qu'elle veut mettre en pratique comme commission, pourquoi elle doit se référer au DG. Le fisc l'appelait pour que le DG lui donne son approbation. Mais ce que nous avons remarqué auprès de la DGA, elle n'a pas respecté toutes ces procédures. Alors nous, en tant que délégués syndicaux,
nous avons vu la DGA, on lui a dit d'arrêter tout ça, de sursoir, pour qu'elle attende que le DG soit de retour afin qu'il puisse parler de cette situation. Mais la DGA n'a pas voulu nous écouter et elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Nous, la délégation et les personnes de l'Institut du Musée national du Congo, nous avons fermé les portes de l'Institut du Musée national du Congo. Nous faisons une revendication dans la paix. Nous ne cassons rien, nous ne faisons rien, on est là, on observe. Jusqu'à ce que la DGA va tenir compte de tous nos desiderata en tant que tel. Tout cela, nous allons observer pendant autant de jours, nous ne ferons rien. Nos tentatives pour joindre la directrice générale adjointe de l'Institut des musées nationaux du Congo sont jusque-là restées sans réponse. Actualité internationale. Guerre en Ukraine, la Russie enrôle de force des Jordaniens sur le front. Après plus de 3 ans de guerre, l'armée russe cherche toujours des combattants à envoyer sur le front ukrainien. Le Kremlin enrôle des hommes en Asie, sur le continent africain, mais aussi, et c'est nouveau, au Moyen-Orient. Des Jordaniens affirment avoir été embauchés comme combattants contre leur gré. L'invité. La plateforme politique Camp de la République est d'avis que seul le dialogue peut aider les Congolais à mettre fin à la crise sécuritaire qui couvre la partie est du pays. Les partis membres de cette famille politique ont réaffirmé leur position mercredi dernier à l'issue d'une rencontre tenue à Kinshasa. Au sortir de cette rencontre, le coordonnateur du Camp de la République a encouragé ainsi le chef de l'État à saisir cette opportunité offerte par le prince de l'Église, notamment la Synco et l'ECC, à travers le pacte social pour la paix. Freddy Kita en parle dans cet entretien avec Blaise Ndongala. Bonjour monsieur Freddy Kita. Oui, bonjour. Le camp de la République continue de soutenir les dialogues. Qu'est-ce qui justifie votre prise de position? C'est la seule voie où le pays va être sauvé. Nous avons l'expérience dans ce pays et nous connaissons comment une crise politique commence, mais on ne sait pas où est-ce qu'on peut la terminer. C'est pourquoi nous, au camp de la République, nous avons proposé que la feuille de route que nos pères spirituels, la Senko, les CC et les autres confessions religieuses ont proposé, c'est cette feuille de route-là que nous soutenons aujourd'hui. Et nous demandons aux garants de la nation, donc le président de la République, de tout faire dans les jours à venir pour recevoir les évêques et convoquer aussi après un dialogue entre Congolais. Parce que le salut de notre pays ne viendra ni de Doha, ni de Washington, mais ici, entre Congolais. Le dialogue impliquerait l'implication des belligérants et en fait couler les sangs des Congolais. Comment réagissez-vous par rapport à cette dynamique? Les camps de la République condamnent la violence. Et je crois que plus d'une fois, nous avons condamné les massacres et les attaques contre nos populations civiles et contre l'armée régulière, donc nos FARDC. Mais là, il y a un problème. Nous sommes des Bantous. Nous avons été à San City, nous avons été à la Senco, nous avons été dans plusieurs dialogues. Et je crois que là, le temps est arrivé pour que le grand de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, convoque les filles et les fils de la République autour de lui pour fumer le calumet de la paix. Au nom de la paix, il faut des fois savoir faire des concessions. Nous avons l'expérience. Ceux qui sont avec nous ici à Kinshasa, qui sont aux affaires aussi, quelques-uns ont pris hier les armes. Mais nous condamnons cette position de prendre toujours les armes pour accéder au pouvoir. C'est pourquoi nous, au camp de la République, nous tenons au respect de la Constitution. Nous condamnons la prise illégale du pouvoir par les armes. Mais là, nous insistons, la seule voie qui peut nous amener à la paix, c'est la feuille de route que nos pères spirituels, les évêques ont proposé pour qu'il y ait la paix définitive. Et nous allons verrouiller pour que désormais aucun Congolais puisse s'aventurer pour prendre encore les armes. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent, vous les pro-dialogues, de vouloir justement partager les gâteaux? Je suis un réaliste, je suis un observateur averti. Ceux-là qui parlent du partage du gâteau ont tort parce qu'ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de ce pays. Nous disons, on doit parler. Et après les dialogues-là, il y aura des verrous pour qu'aucun Congolais ne puisse s'aventurer de prendre encore les armes et tuer. Depuis l'indépendance, la RDC a connu plus de 40 dialogues. Mais la crise revient. Estimez-vous que seul le dialogue peut sortir ces pays de la crise? Là où il y a les hommes, les problèmes ne manquent pas. Même dans nos propres familles. Il y a toujours l'arbre après l'arbre. Quand il y a un décès dans la famille,
après l'enterrement, on se met autour d'une table pour parler comment la personne est morte. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Nous devons toujours dialoguer pour trouver un compromis, mais un bon compromis, pas encore pousser des mains nos adversaires politiques ou les multinationales à fabriquer encore d'autres belligérants pour prendre les armes, piller nos ressources. Comment réagissez-vous par rapport à la thèse selon laquelle les dialogues favoriseraient l'éclaircissement du pouvoir en place? Est-ce que ceux-là qui parlent du glissement voient quand même ce qui se passe à l'Est? Ils voient ce qui se passe à Beni, ce qui se passe à Lituri, ce qui se passe à Walikale? Ils voient la souffrance qu'endurent nos populations? De quel glissement parle-t-il? Mais le pays est en guerre. Il y a une partie du pays qui est occupée. Il faut qu'on parle, qu'on revoie comment on peut sauver la République. C'est ça la réalité. Monsieur Freddy Kita, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet radiocapi.net. Le journal, Jocelyne Moussaoupodi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.